Pronto. Super. Então, vamos lá. O piano Agora, tá saindo. Você consegue ouvir o piano? agora sim. Ótimo. Perfeito. 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 É só para testar antes. Super. Ok. Émeric, sois le bienvenu aqui, Merci beaucoup, ici. Lydiane. Merci beaucoup, Alexandrine et toute l'équipe de Lingo Pass, Lingo Talks, né? Lingo Pass, né? Aqui no Bingo, Canada. bah, c'est ça. Merci à toi d'être là avec nous et merci beaucoup à tout le monde d'être venu, d'être ici, de participer avec nous pour ce Lingo Talks. Et j'aimerais commencer cet entretien avec un exercice de portrait chinois. L'idée est très simple. Je vais te poser une question par le biais d'une analogie. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser la question suivante en lien avec ta carrière, toi, et le thème d'aujourd'hui. Si tu devais choisir un instrument de musique, lequel serais-tu et pourquoi? Alors, bah, c'est très facile pour moi de répondre à cette question. Je serai un piano parce que c'est mon instrument de musique et c'est un instrument qui est très universel, c'est-à-dire que c'est un instrument mélodique, harmonique et à percussion aussi. On peut faire du rythme et on peut faire vraiment tout ce qu'un orchestre joue, on peut le jouer sur l'amplitude entière d'un piano. Et on a une représentation graphique de la progression des notes du grave vers l'aigu qui est complètement logique. Alors que quand on voit une guitare, par exemple, c'est très très compliqué de voir que on passe d'une case à une autre, mais que on va reculer pour faire tel accord. Enfin, c'est pas du tout aussi intuitif. Bien sûr que quand on apprend, ça devient une seconde nature, mais le piano, il a cette représentation visuelle Mhm. qui est très pratique. Par exemple, quand on fait un arrangement, là, je ne sais pas si vous voyez mon piano, mais là, Alors normalement, ici, on devrait voir un petit peu. Je vais essayer de baisser un peu mhm. la Une caméra un caméra. peu. Attends, voilà, là, vous devriez voir normalement. Là, on devrait voir un peu piano. Donc, on voit très bien les graves ici, les aigus, c'est hyper logique. Et puis, si par exemple on écrit pour cordes, ben, on sait qu'on va écrire pour les basses ici, les médiums ici, les cordes plus aiguës là. C'est très facile de visualiser, de faire un mapping de son arrangement. Donc c'est pour ça que c'est l'instrument du maestro par excellence, parce que ça permet de vraiment visualiser toute l'amplitude sonore d'un orchestre. Et puis on peut faire comme je te disais, on peut faire on peut vraiment faire un rythme comme si on était déjà un orchestre entier. Il y a la basse, il y a les accords. Et puis si on chante par-dessus, bah, on a déjà tout un accompagnement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le piano. Et puis le piano, c'est un objet élégant Mhm. Élégant. euh, Mhm. qu'on trouve souvent dans un salon. Moi, j'adore les cocktails, j'adore parler avec les gens, j'adore les fêtes et tout ça. Donc souvent, quand je vais dans un endroit qui a un piano, comme tous les pianistes, je crois, on peut pas s'empêcher de jouer, d'aller voir comment il sonne, s'il est bien accordé ou pas. Et puis c'est un point de départ pour des conversations avec des gens Mhm. qui sont là, qu'on ne connaît pas forcément. Ça, Mhm. évidemment, ça aide beaucoup à briser la glace. Et puis, c'est un objet luxueux, généralement. Un piano, ça coûte cher. C'est un bel objet. Ça a demandé beaucoup de temps, d'artisanat, de savoir-faire. Avant qu'on arrive à faire des pianos comme aujourd'hui, c'est l'évolution de nombreuses années. On est passé du clavecin au piano forte, au piano. Donc, c'est tout ce que j'aime. J'adore l'histoire, j'adore l'artisanat, j'adore le beau savoir-faire. Donc, un piano, pour moi, ça résume tout ça. Ça Très bien. résume. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'un piano, on peut jouer du jazz, on peut jouer du classique, on peut jouer du chorinho. Alors que les guitares, elles sont généralement un peu plus spécialisées par style. Il y a la guitare électrique, il y a la guitare avec les cordes en métal, il y a la guitare nylon. Un piano, c'est le même instrument pour toutes ces musiques. C'est ça que je trouve assez extraordinaire. Ça montre qu'on peut venir, chaque pianiste vient avec sa personnalité et il va tirer un son différent du piano. Mhm. Alors, sa limitation, c'est que par rapport à d'autres instruments, on peut moins modeler le son. On peut pas appuyer sur la corde pour faire ce qu'on appelle un bending, qui va faire wow, comme ça. Non, on a un son le son qui est là. Euh, mais justement, après ça, on a quand même
pas mal d'opportunités de montrer sa personnalité à Mhm. travers la musique qu'on va jouer dessus et à travers la façon, le toucher. Il y a des gens qui martèlent, il y a des gens qui caressent le piano. Enfin, voilà, pour toutes ces raisons, je serai un piano. Et très bien, très bonne raison. Juste, je vais juste pouvoir te demander, est-ce que tu peux essayer de parler peut-être un peu plus fort dans ton micro? Ah oui, bien sûr. Alors, Alors attends, euh, est-ce que là tu m'entends mieux là? alors, je pense que oui, je pense que c'était Alexandre qui me disait on entendait très bien le piano, mais ta voix était un petit peu basse. Donc, voilà, Alors juste attends, je vais pour regarder. Non, là je me suis bien rapproché. J'ai Alexandre, est-ce l'impression que que c'est c'est mieux plus maintenant? fort. È meglio la gola, Alexandre? Sobre le son? Oui, 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 merci. Vous Ouais, m'entendez parce que bien? c'est un micro de scène et donc il est fait par justement pour pas attraper le son des autres instruments. Voilà, Mais dès qu'on s'éloigne, effectivement, il attrape plus rien. ok. Très bien, Émeric, merci beaucoup pour ce petit exercice. Et maintenant, j'aimerais te laisser un peu la parole. Enfin, j'ai pu voir et on a pu voir que tu as un parcours assez atypique, un petit peu. Et donc, en quelques minutes, si tu pouvais essayer de résumer pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, quelles sont les informations importantes qu'on devrait retenir sur toi, si tu devais essayer de résumer un peu ta carrière, ton parcours? Mhm. Bah, je suis d'une famille très classique en France. Mon père est dans la finance. Ma mère était avocate, mais elle est devenue femme au foyer. Toute ma famille est tendue. Ils sont tous dans la finance, dans l'édition, dans le droit. Enfin, euh, vraiment une famille très classique. Et moi, depuis tout petit, toujours adoré la musique. Mais j'avoue que j'avais tout ce bagage familial qui te pousse un peu à suivre les traces de tout le monde parce que tu sais que tu vas pas faire de vagues, tu vas rentrer dans le rang. Donc du coup, bah, j'ai fait des études de droit qui sont, j'ai remarqué ici comme en France, d'ailleurs, c'est des études de gens qui savent pas trop quoi faire quelquefois. Pas tous les juristes sont comme ça, mais beaucoup de gens qui sont comme ça sont des juristes parce que le droit t'apporte une culture générale. Généralement, les profils un peu artistiques, bah, ils sont contents en droit parce qu'ils ont de l'histoire, ils ont de la philosophie du droit, ils ont le côté humain. Donc il y a plein de choses très intéressantes dans le droit. Et puis ce sont des études qui te qualifient finalement assez rapidement. Avec 4-5 ans de droit, tu arrives à trouver un job. Tu vas pas forcément devenir avocat, mais tu peux trouver un job. C'est de plus en plus difficile maintenant, mais à mon époque, quand on sortait d'avoir fait son droit, comme on dit, on arrivait à trouver quelque chose. Alors que quand on fait 4 ans de sociologie ou 5 ans de sociologie ou d'histoire, c'est déjà plus difficile. Il faut être dans le système, avoir une place qui s'ouvre dans le système pour devenir un prof ou un homme du sérail. Mais sinon, dans la société civile, c'est déjà beaucoup plus difficile de trouver un job. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, d'acteurs, d'écrivains, de musiciens. J'ai remarqué c'est pareil au Brésil, qui sont d'anciens juristes ou d'anciens avocats et je connais aussi beaucoup d'avocats qui exercent, qui sont des musiciens amateurs ou enfin qui sont très sérieux quand même dans le côté artistique. Euh, et donc voilà, j'ai fait mon droit, mais je suis arrivé à la fin. Je travaillais pendant un an comme stagiaire chez Sanofi Aventis. J'adorais ce que je faisais, c'était super intéressant. Je faisais du droit international, donc tout ce qui était licence dans le monde entier. Donc j'étais que stagiaire, mais déjà je m'amusais pas mal. Et mon chef m'a dit, bah, on voudrait t'offrir la place définitive. Et là, bah, c'est sûr que j'allais voyager beaucoup, j'allais avoir un job super stable. J'ai vu s'ouvrir les portes de ce que tout le monde désire, c'est-à-dire d'avoir une vie tranquille dans un gros labo. Je serais sûrement peut-être là ou dans un autre labo aujourd'hui si j'avais choisi ça. Et c'était une vie très agréable. Et puis j'avais un chef qui m'adorait, que j'adorais, qui était vraiment un mentor. Et il m'a dit, bah voilà, si tu veux travailler avec nous, on sera plus que ravis. Et là, je lui ai dit, comme je me sentais très proche de lui, je lui ai dit, bah, je voudrais vraiment être franc avec toi. Je pensais en fait être musicien. Je pensais terminer ma maîtrise de droit des affaires et puis tenter de faire une école de jazz, un truc pour quelque chose pour être musicien. Il m'a dit, bah, fais-le tout de suite, parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et ça m'a complètement libéré, parce que je pensais qu'il allait me regarder comme si j'étais un fou, et pas du tout. Comme il était lui-même quelqu'un d'assez
incliné vers les arts, il adorait la photo, la littérature, et tout ça. Il comprenait très bien On avait souvent eu des grandes discussions sur la culture, sur l'art. Il comprenait très bien d'où je venais. Et le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a complètement libéré. Et j'ai fait une école de jazz, c'est-à-dire qu'il ne valait pas grand-chose à l'époque, mais ça a été l'occasion de faire la transition, de me réveiller le matin en disant bah, ça y est, maintenant je suis musicien. Ça me faisait bizarre parce que pendant des années, je me disais je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Et un jour, on se réveille, on dit je suis musicien. Mais bon, c'était encore un projet parce que je gagnais pas ma vie avec la musique. Et puis ça s'est fait très vite. Un jour, j'étais allé au Bœuf sur le Toit, qui est un endroit très, très ancien à Paris. C'est l'endroit où Jean Cocteau et toute sa clique allaient. Il y a toujours eu de la musique dans cet endroit. C'est un bistrot un peu années 30 près des Champs-Élysées. Mhm. Une brasserie plutôt, une brasserie bien classique, genre Lip, tout ça. Et, euh, et là, j'étais allé voir une exposition de photos qui était en fait une vaste fumisterie, parce qu'il y avait 3 photos au mur, et c'était une excuse pour faire venir les gens l'après-midi et connaître le restaurant. Et évidemment, il y avait un piano, et j'ai pas pu m'empêcher de jouer du piano comme chaque fois que j'en vois un. Et un maître d'hôtel ou le directeur du restaurant m'a dit bah, notre pianiste est en train de mourir d'une cirrhose du foie. Alors, est-ce que ça te dirait de prendre la relève? Alors je me dis, bon, je m'engage sur un terrain dangereux, a priori. Et c'est vrai que j'ai découvert que la nuit, les gens sont très encouragés à boire. Quand j'ai eu le job, tout de suite, j'ai travaillé là pendant un bon moment, pendant 8 ans. Et c'est vrai que beaucoup de clients vous envoient des coupes de champagne, des verres de whisky, des cocktails et tout ça. Et voilà, si on ne fait pas attention, c'est très facile de prendre goût à ça. Et ça a été, en fait, ma vraie école, ça a été le bœuf. Parce que, d'ailleurs, l'expression faire le bœuf, ça vient du bœuf sur le toit, quand on jam, en fait. Ça vient du bœuf sur le toit. Et là, j'ai connu plein de célébrités qui passaient tout le temps. Il y avait Julio Iglesias qui passait souvent là. J'ai dû le voir, je sais pas, une trentaine de fois. Et il venait là avec Michel Drucker, avec tout un tas de gens connus, dîner après son show. Donc, il arrivait vers minuit et demi, 1 heure du matin. Et là, c'était la fête. Le restaurant qui allait fermer est resté ouvert jusqu'à pas d'heure. Enfin, c'était assez marrant. J'ai vu plein de gens aussi pas connus, mais qui m'ont demandé plein de chansons différentes que je connaissais pas. Donc j'ai commencé à noter et, euh, et à augmenter mon répertoire comme ça. Et puis j'ai commencé à parler de plus en plus avec les gens. Au lieu de faire mes pauses dehors, au début j'allais fumer. Puis à un moment j'ai arrêté de fumer. Donc pour pas être tenté, je restais. Et donc je parlais de plus en plus avec les gens. Et après j'ai inventé de prendre un petit calepin, de noter leurs demandes et de jouer juste dès que je reprenais, je jouais en fait ce que les gens m'avaient demandé. Et ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Je triplais ou je quadruplais mon cachet de la soirée avec les pourboires parce qu'il y avait beaucoup d'Américains, d'étrangers. Donc j'ai commencé à voir qu'il y avait aussi un côté très important dans la musique, comme dans n'importe quelle profession, qui est le contact avec les gens, comprendre qu'est-ce que le client veut, pourquoi il est là, alors, en discutant avec les gens. J'écoutais plein d'histoires, j'entendais des anecdotes de plein d'horizons professionnels. Il y avait des gens qui étaient des capitaines d'industrie, des types de la mode, des mannequins. Enfin, j'avais vraiment une chambre avec vue. J'étais là à mon piano et je Mhm. voyais passer le théâtre un peu de la vie devant mon piano. C'était assez amusant. Et j'ai parlé avec beaucoup de gens très très divers. Enfin, ça c'était très intéressant de voir que euh, malgré la diversité des gens, le répertoire que j'étais en train de construire, euh, il plaisait, quoi. Il plaisait. J'avais toujours quelque chose dans mon répertoire qui allait plaire à mon public. Parce qu'il avait beau être varié, ce public, il attendait à peu près un répertoire qui allait de là à là, enfin, de chansons françaises à musique de Stevie Wonder, à du jazz, à de la musique brésilienne. Et je commençais un peu à voir aussi ce que moi j'aimais. Je me suis rendu compte que j'aimais les musiques avec des très belles mélodies. Pour moi, une chanson, d'ailleurs, on dit uma música en portugais, on ne dit pas une chanson. Enfin, on dit chanson, mais plus souvent on dit uma música. Une chanson, pour moi, elle commence avec la musique et elle est magnifiée par les paroles, et pas le contraire. Quelquefois, on a un peu, dans la chanson française, on a des chansons où c'est que des paroles et la musique est un peu faible. Et,
Et donc, c'était très intéressant parce qu'on apprend à connaître son client, on apprend à se connaître soi, on apprend à voir ce qu'on n'aime pas non plus. Euh, bon, il y a évidemment, au bout d'un moment, j'en avais un peu assez d'être. Je faisais plein de trucs à côté, je faisais des événements, je faisais de la musique de pub et tout ça. Mais j'avais envie d'avoir une carrière artistique un peu plus importante, de voyager aussi, parce que le fait d'avoir un job, c'est très rare d'avoir ça dans la musique. C'était un job avec un salaire fixe et une feuille de paye et tout ça. Et ça, c'est une chose que si je devais passer un conseil dans ce talk, c'est faire attention à ce qui vous bloque dans un endroit. Quelquefois, on a des choses qui sont bonnes, mais pas si bonnes, mais on s'accroche à ces trucs-là parce que on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Mhm. Et à Paris, j'avais ma grand-mère qui me prêtait un super appart à Neuilly, et j'avais ça, qui était mon arrose Féjean. Et avec tout ce que je faisais autour, je vivais très bien. Sauf que j'avais envie de voyager, j'avais envie de connaître d'autres choses, etc. J'avais par exemple pas la possibilité de jouer le week-end dans d'autres événements mieux payés, parce que je jouais justement le week-end au Bœuf sur le Toit. Donc, un truc que j'aurais peut-être dû faire plus tôt, c'était arrêter ça et voyager, aller carrément vivre aux États-Unis ou en Angleterre. Et bon, cette opportunité, elle s'est présentée avec ma femme que j'ai connue à Paris, qui est brésilienne. Et elle a été une grande, une incentivadora, comme on dit en portugais. Je sais même plus dire ça en français. Une grande inspiration Mhm. en français, un grand soutien. Et puis, moi, j'avais vécu quand j'étais petit à Hong Kong, à Tokyo. J'avais un peu le virus des cultures, de connaître d'autres langues, d'autres gens, d'autres cultures. Et donc, dès qu'on a pu, on est allé s'installer au Brésil. Et je crois que c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, puisque je suis vraiment pour le coup sorti de ma zone de confort. Et puis, quand on arrive dans un autre pays, comme beaucoup d'entre vous qui assistaient à la live doivent le savoir, hein, on a un profil qui commence à gagner un autre angle tout de suite parce qu'on n'est plus un Français en France, on est un Français au Brésil avec tout un. Donc, on commence à avoir un relief différent. Et puis, on a une bonne raison d'aller taper à la porte des gens, d'aller les emmerder un peu. Et de dire salut, je viens d'arriver, je débarque et tout. Voilà, les gens se disent bon, bah oui, on va le recevoir, le pauvre, il vient d'arriver. Il y a plein de gens super gentils qui n'étaient pas du tout dans le même domaine de ce que je voulais, mais c'était des amis d'amis. Ils me disaient ah, je vais te présenter, je connais un tel, machin. Et finalement, on se rend compte, et c'est très. Tu dois vivre la même chose en ce moment aussi. C'est très touchant de voir qu'il y a plein de gens très gentils qui ne vous doivent rien du tout et qui vous reçoivent très très gentiment, qui se mettent en pli en quatre pour être sympa. Et il y a des gens, quelquefois de sa propre famille ou des amis anciens, on se dit, bah lui, il va m'aider, et puis finalement, pas du tout. C'est assez étonnant de voir qu'on peut compter sur son prochain, qu'il y a beaucoup de gens qui sont ravis de connaître des nouvelles personnes, et puis aussi qui voient en vous des choses que nous, on ne voit pas encore. Et donc, c'est très intéressant de, de se voir quelquefois à travers des yeux nouveaux. On est toujours dans le même endroit. Quelquefois, des gens qui vous ont vu grandir et qui vous ont vu enfant, ils n'imaginent pas que vous puissiez être top dans un domaine. Tout. Ils disent, non, c'est encore un gamin, c'est mon bébé. Donc, c'est important aussi d'être dans un endroit nouveau, de changer un peu de prairie. Mudar de praia, comme on dit ici. Et donc, voilà. Ici, je suis arrivé au Brésil, j'ai fait des musiques de pub, j'ai fait des musiques pour documentaires, j'ai fait des événements, des mariages, des trucs pour des concerts pour des grandes marques. J'ai fait beaucoup de très belles marques, beaucoup de marques de luxe. Enfin, Mhm. j'ai fait pour Hermès, Chanel, Dom Pérignon, Ah oui. Empiricus, même beaucoup de clients, de gens de familles très importantes, des gens de la mode comme Carlos Miel, enfin bref, je me suis bien amusé et je m'amuse toujours bien d'ailleurs. J'ai maintenant une super bande que j'ai construit avec les années. Donc c'est très agréable maintenant parce que quand on a un événement, bah, on dit tel jour, telle heure, et là, vous venez, on a tout le répertoire déjà prêt et il n'y a plus qu'à jouer, quoi. Donc c'est vrai que par rapport au début, ça change énormément. Et j'ai sorti un premier album
qui était un album en 2016, qui était encore un peu dans l'héritage de ce que j'avais fait avant, qui était beaucoup de musique américaine. Donc l'album est quasiment entièrement en anglais. Et il fallait que je le sorte un peu de mon système, mais je me suis rendu compte que ici, les gens, ils voulaient vraiment entendre des choses en français. Et donc, j'ai fini par écouter une fois de plus la demande, et je me suis rendu compte que le client, il voulait écouter de la musique française. Et puis, je me suis amusé à faire une ou deux versions de musique française en portugais, de musique brésilienne en français. J'ai vu que c'était la musique brésilienne en français qui plaisait beaucoup. J'ai commencé avec Evidências, et là, c'était amusant, ça a vraiment eu tout de suite un impact. Chitãozinho et Chororó l'ont posté sur leur Instagram. Il y a c'est passé à Globo News. J'ai vu que les gens s'intéressaient. Je me suis dit, tiens, là, il y a un truc à faire. Et puis, je commençais en plus en même temps à composer directement en portugais. Donc, je me suis dit, bon, là, il y a une boucle qui se boucle. Il y a un Français du Brésil qui chante des choses françaises, mais aussi des versions de musique brésilienne en français. Et puis, qui commence lui-même à écrire en portugais. Et là, il y a un côté cohérent parce que il y a une autre chose qui est un peu dangereuse dans la vie, c'est qu'on est tous capables de faire beaucoup de choses. Et c'est pas parce qu'on peut faire beaucoup de choses qu'il faut forcément les faire. Et l'exemple typique, c'est que, par exemple, comme je suis assez organisé, j'ai une formation d'avocat, je fais toute ma partie production, mes contrats, etc. Et quelquefois, je devrais lâcher ça et laisser une personne faire ça et me concentrer sur la musique. Ce que j'ai fini par comprendre avec le temps. Mais par exemple, dans la musique, même dans la musique, j'adore faire plein de styles musicaux différents. Mais quand tu commences, ça brouille un peu les pistes d'un journaliste. Les journalistes, ils veulent des trucs très manichéens, très simples à comprendre et tout ça. Et donc j'ai simplifié, j'ai un peu fermé mon éventail en prenant maintenant le franco-brésilien, ce qui en fait était la chose la plus évidente à faire. Comme souvent dans la vie, on s'obstine à éviter les choses basiques, mais c'était en fait ce que tout le monde voulait, c'était un truc franco-brésilien. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile. Tous les gens disent, bah oui, c'est lui qui fait des versions de musique brésilienne en français. Donc là, j'ai mon elevator pitch qui est tout prêt. Et donc voilà un peu mon parcours. Et puis pour les derniers, si tu veux, les choses les plus récentes qui sont passées, il y a eu la pandémie qui a été un moment très important. J'ai fait beaucoup de live, notamment au début de la pandémie, j'en ai fait tous les jours pendant 3 mois. Ah Et là, oui. ça a fait beaucoup augmenter mon Instagram. Et donc, il y a eu si tu veux, il y a eu deux choses qui se sont vraiment concentrées. J'ai commencé à être bien meilleur dans les réseaux sociaux et aussi à être, comme dans les réseaux sociaux, tu dois justement choisir un angle. Tu peux pas être aussi multistyle que je l'étais avant. Il y a eu une influence mutuelle, si tu veux. Le projet s'est défini de manière beaucoup plus claire. Et voilà, et maintenant, ça marche super. J'arrête pas depuis que ça a rouvert, d'avoir des événements, des concerts dans tout le Brésil, tout ça. Donc, je suis très content. Très bien, Voilà. c'est bien. Super, super. Merci beaucoup pour ces paroles. Et j'ai quelques questions qui me viennent à l'esprit, notamment sur le fait, pour ce changement en fait, un peu brutal entre le droit et la musique. Certaines personnes auraient pu penser, dire pourquoi, pourquoi avoir fait du droit finalement? Comment tu pourrais répondre à ça? Est-ce que tes compétences que tu as pu développer durant ton parcours académique ou même pendant tes études de droit t'aident encore aujourd'hui dans ta carrière actuelle? Alors, en fait, j'ai deux réponses à ça. Je pense que là, tu as posé la bonne question, mais pourquoi tu as fait du droit? Oui. Alors, idéalement, si j'avais eu le courage plus tôt, je pense, j'aurais fait ce que j'aurais voulu faire, c'était faire un genre Berkeley ou Juilliard, parce que je pense que si tu as identifié assez tôt que tu es vraiment bon dans un domaine, il faut y aller à fond, parce que quand tu vas être très très bon dans ce domaine, tu auras toujours du travail. Parce que le monde est plein d'avocats médiocres, de médecins ratés, enfin,
Il y a beaucoup de gens en France, on voit des médecins qui gagnent 25 euros la consultation. Ils tirent le diable par la queue, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas forcément, même si on est dans une profession respectable, entre guillemets, ça veut pas dire qu'on va bien gagner sa vie, qu'on va être heureux. Et donc, si c'était à refaire, je pense que j'aurais choisi plutôt de faire un truc genre Juilliard et tout ça. Mhm. Mais bon, voilà, la vie a fait que mes parents voulaient pas forcément aussi m'aider à faire ça, me payer ça. Et puis aussi, il y a le poids. Il y a le poids de la société traditionnelle. Bon, tout le monde fait son petit chemin bien classique. Donc c'est vrai que c'est très difficile hein, quand tu es tout jeune, que tu te cherches un peu, de vraiment choisir un choix radical comme ça. Mais si j'avais, par exemple, si ma fille, a priori, elle a beaucoup de dispositions pour la musique, si je vois qu'elle est très très douée, Mhm. je lui dirais, vas-y, va faire Juilliard ou, euh, ou Berkeley, parce que de toute façon, même si tu ne deviens pas musicienne, quand tu as fait ces écoles, ensuite tu deviens producteur, tu deviens manager, tu deviens... Il y a énormément de professions qui rapportent beaucoup d'argent dans le monde de l'industrie de la musique aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi dans toutes les professions. Si on est bon, si on est excellent, il y aura toujours moyen de bien gagner sa vie. Mais bon, voilà, j'ai fait du droit. Est-ce que ça me sert? Oui, ça me sert. Ce qui me sert, c'est principalement le fait d'apprendre à se discipliner, à Mhm. s'organiser, à travailler, à aller au bout d'un truc. J'étais au bout de ma maîtrise de droit. euh, et je l'avoue, à la fin, j'en pouvais plus. J'ai même redoublé la maîtrise parce que j'en pouvais plus. À un moment, j'ai failli abandonner. Mais je me suis repris par le col et je me suis dit non, tu vas terminer ce truc-là. Euh, et puis comme ça, tu pourras tourner la page, tu auras fait ton droit. Et je l'ai fait pour moi parce que je m'en suis jamais servi finalement professionnellement, à part dans la dernière année où j'étais en stage. Mais euh, ça c'est important, je pense, de faire des études quelles qu'elles soient, d'apprendre à se discipliner, à préparer ses examens, à être un peu organisé, quoi. Mais bon, tant qu'à étudier et à avoir ce bagage, j'aurais autant préféré étudier la musique et puis tout ce qui est aussi production culturelle, parce que de fait, en fait, je fais moi-même, je produis tous mes shows, mes événements. Ça me demande beaucoup d'organisation. Mhm. J'adore être toujours à la page des dernières tendances business, des outils informatiques, par exemple d'avoir un CRM, d'avoir Mhm. tous ces outils-là aussi. Je suis obligé parce que je travaille tout seul. Avant, j'avais une manager, mais maintenant, avec la pandémie, j'ai réduit. Donc, il faut vraiment que je sois super efficace pour pouvoir faire tout seul, sinon, je n'y arriverai pas. Mais oui, tout sert. Tout sert un jour ou l'autre, je pense. Ouais, très bien, ouais. Très bonne réponse. Euh, Autre chose que j'aimerais aborder avec toi, notamment sur dicas de carrera, les tips, comme on dit un peu en français. Quelles sont pour toi les choses que tu juges nécessaires pour se lancer dans ce milieu-là, qui est quand même un milieu, à mon avis, assez aléatoire, un très, le facteur chance, ça, je pense que joue beaucoup. Quelles sont pour toi les choses qui sont vraiment importantes pour se lancer dans ce secteur? Et est-ce que pour toi, le fait de savoir que tu avais le droit comme carrière de secours t'a poussé à te lancer plus facilement? Oui, bien sûr. Le fait d'avoir un parachute, ça te tranquillise un petit peu. Mais alors, tu as dit que c'était une carrière de chance. En fait, moi Oui. aussi, je pensais la même chose. Mhm. Et en fait, je pense que c'est une carrière où la chance, si tu veux, qu'on appelle un peu le don musical, c'est ça la Mhm. chance pour moi. D'accord. C'est qu'il faut l'avoir, c'est le basico. Après ça, tu vois beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent qui réussissent pas du tout dans ce métier. J'en ai vu plein. Et en fait, les gens qui réussissent sont des gens qui sont super acharnés, qui lâchent pas l'affaire, qui se laissent pas décourager, qui sont très bons pour rencontrer des gens. Il faut avoir un bon contact avec les gens parce que tu dois t'entendre avec plein de types de gens différents. Les Mhm. musiciens, les clients, les partenaires, les patrons de boîtes de nuit, de
de Casa de Show, là. Tu dois être bon en négociation. Donc, c'est un métier où il faut apprendre plein de choses différentes si on veut être indépendant, en tout cas. Et il faut surtout pas attendre que quelqu'un vienne vous aider. Et il y a des gens qui attendent qu'on leur donne un peu l'autorisation d'être des Mhm. musiciens, ils attendent un peu l'impresario comme c'était soi-disant avant. En fait, ça a rarement été comme ça, hein, parce que même quand il y avait que les maisons de disques, c'était un truc encore plus fermé. Il y a une histoire qui m'a beaucoup marqué, c'est Phil Collins, par exemple. Il est devenu chauffeur de Mhm. taxi pour se mettre en dessous, dans le ponto de la maison de Richard Branson, qui était le patron de Virgin. Il est devenu taxi pour avoir une chance un jour, peut-être, de le prendre le matin pour l'emmener au bureau. Et ça s'est produit. Et il lui a joué sa cassette en disant, voilà, j'ai fait cette musique. Et je crois que c'était In the Air Tonight, la chanson avec la batterie, là, le solo de batterie énorme. Et donc il a couru après son rêve. Il n'a pas hésité à aller stalker un peu le type. Donc c'est un métier de chance. Pour moi, la chance principale, c'est d'avoir du talent musical. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de talent, malheureusement. Ils n'ont pas de voix, ils arrivent, ils chantent faux, ils n'ont pas de rythme. Enfin bon, ça arrive. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent quand même à corriger beaucoup de défauts musicaux avec le travail. Donc on peut aller très loin dans la musique, même sans tellement de talent. Je vois tellement de gens qui n'ont pas tellement de dons musical. Quelquefois, le don, c'est un peu une malédiction parce qu'on veut tout faire soi-même. Mhm. On veut être son propre arrangeur, compositeur, auteur, parce qu'on veut garder tous les droits, machin. Quelquefois, je vois ça souvent, par exemple, avec des chanteuses. J'ai déjà vu ça plusieurs fois, des chanteuses qui ne sont pas des extraordinaires chanteuses, mais comme elles sont sympathiques, elles s'entourent bien, elles ont des bons musiciens, elles arrivent à travailler très bien. Et, et je me souviens, je m'étais fait la réflexion à une époque en France où ça marchait pas très fort. Et avec un copain, on disait, mais on est pianiste, on compose, on fait des paroles, on compose pas de trucs. On n'est pas du tout aussi loin que telle chanteuse qui fait que chanter. Mais c'est un petit peu l'analogie avec un type qui voudrait être CEO, mais qui veut faire le travail de tous ses collaborateurs. Ah, Quelquefois, quand on est artiste, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est essayer de s'entourer des meilleurs, quitte à gagner un peu moins, quitte à apprendre à être seulement le co-auteur d'une chanson. Il vaut mieux être le co-auteur d'un hit que avoir 100% d'une chanson dans un tiroir, quoi. intéressant, oui. Oui, ça fait sens en effet. Euh, J'aimerais te poser une question maintenant un peu plus sur l'aspect linguistique. Et est-ce que, bon, j'imagine que du coup le fait que, comme tu l'as expliqué un peu dans ta présentation, le fait que tu sois français a réellement boosté ta carrière ici au Brésil. Est-ce que tu recommandes du coup le fait de pouvoir parler plusieurs langues dans cette carrière? Est-ce que c'est un avantage de Ah pouvoir oui, oui, bien parler sûr. plusieurs langues dans cette carrière? Bien sûr, bien sûr. D'abord parce qu'il y a un aspect neurologique Mhm. pour le propre don musical. Ce sont des zones très très proches du cerveau, la zone des langues et de la musique. Il y en a qui disent que c'est même quasiment le Intéressant. même centre névralgique. Et donc quand on développe les langues, on développe sa capacité à jouer de la musique parce que c'est un peu une langue, la musique. C'est pour ça que tout le monde la Mhm. comprend. Et donc plus on parle de langue, plus on parle de langue d'abord. C'est plus facile de parler des langues, quoi. Chaque langue qu'on parle aide à en apprendre une autre, je trouve. Enfin, Mhm. on a plus de vocabulaire, plus de racines. Il y a beaucoup de racines en commun dans les langues. Et puis, on devient très curieux des cultures. On n'apprend pas qu'une langue, hein, on apprend une culture, on apprend Mhm. tout un tas de références culturelles. Donc, ça aide énormément quand on compose et qu'on écrit des paroles. On a plein d'idées nouvelles. On commence à avoir une idée de choquer tel concept français avec le brésilien ou vice-versa. Et puis, c'est amusant, par exemple, de voir, là, je suis en train de travailler une chanson de Michel Sardou. Mhm. Ah oui. Il y a quelques années, tu m'aurais dit que je chantais une chanson de Michel Sardou. J'aurais dit, mais non, c'est complètement ringard et tout ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai vu qu'il revenait un peu à la mode en France en ce moment. Donc, je me suis dit, tiens, je vais en réécouter un peu. J'ai mis sa playlist dans Spotify. Et je me suis dit, tiens, il y a une chanson qui s'appelle En chantant. Et ça fait
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et je me suis dit, mais on fait ça en rythme de samba. euh, Ça fait un super truc. Et en plus, tu as toujours le cantando, ta-da-da-na-na-na-na, ta-da-da-na-na-na-na, cantando. Et je me dis, c'est dingue, on dirait un samba. Il suffit de changer le rythme. Parce que le rythme n'est pas du tout samba, mais ça marche super bien. Et j'ai commencé à la traduire hier soir en portugais. Mhm. Et ça marche super. Donc c'est très amusant, en fait. Sans les langues, sans le fait d'être ici, j'aurais jamais eu l'idée de la faire en samba. Donc quand tu commences à être un peu multifacette, bah, obligatoirement, tu vas créer des choses que tu n'aurais jamais fait avant. J'aurais jamais fait Evidencias en français, par exemple, si j'étais pas venu vivre ici, quoi. Donc, Donc, oui, les langues comme un réel atout, en fait, dans ce milieu-là, en fait. D'un point de vue dans tous les milieux, je création, pense. ouais, Oui, dans tous les milieux, oui. aujourd'hui, et alors dans la musique encore plus. En Mhm. plus, quand tu es musicien, par définition, tu voyages. C'est vraiment c'est un des aspects fondamentaux de la vie de musicien, c'est que tu peux pas faire le même show pour les mêmes personnes toute la vie, hein. Tu es obligé de changer un peu de ville pour aller chercher le public là où il est. Donc, bah, plus tu parles de langue, plus tu arrives à te communiquer avec lui. Et j'ai vu plusieurs artistes très connus, même quand ils baragouinent deux phrases de la langue locale pour le public, les gens sont super contents. Et dès qu'on leur parle un petit peu dans leur langue, les gens sont super contents. Ouais. Très bien, super. Émeric, j'aimerais passer avec toi du coup à une autre partie de cet événement. On va passer un peu sur la partie FAQ. Du coup, je suis en train de voir un peu le Dori. Je vais essayer de partager ça avec toi. On n'a qu'une Alors, question pour... j'ai vu que dans le public, il y a Gianna Viscardi, Mhm. avec qui j'ai fait un projet, justement, que je salue. Ah, Et super. un des projets qu'on a fait ensemble, c'était un projet, justement, en français. Mhm. C'était pour une marque qui, malheureusement, n'existe plus, mais qui s'appelait Marie-Madeleine, c'est ça, hein? Marie-Madeleine, qui étaient des pâtisseries faites par des Brésiliens, mais avec un ADN un peu français. Donc c'était Mhm. franco-brésilien. Et l'idée, c'était de prendre des chanteuses brésiliennes et de les faire chanter des chansons originales, de leur faire chanter des chansons en français. Donc moi, il y avait un compositeur qui s'est occupé de la musique. Dans ce projet, j'ai pas fait la musique, mais j'ai fait toutes les paroles de toutes les chansons. Il y avait quand même 10 chansons. Et Gianna a brillamment interprété les chansons en français. Donc, c'est très sympa de te voir ici, Diana. Super, Diana, merci beaucoup d'être présente ici avec nous. Alors, Émeric. d'après ce que j'ai compris, tu Mhm. as continué le français, tu parles couramment français maintenant alors. Ouais, mais tu me comprends déjà, c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça, c'est très bien. Je compris bien, Mhm. Mhm. mais je ne parlais pas très bien. Et grâce à toi, je suis part de la communauté de Lingopes, de IFESP, Mhm. Mhm. Amérique qui m'a introduit à, à Alexandrine. Euh, Mhm. c'est ça. Et merci. Ah bah écoute, je suis très très content de voir que tu as continué film Ah oui. et bravo parce que écoute, tu arrives à parler tout à fait couramment et tout, donc bravo. Non, je compris bien. Mais j'ai besoin de pratiquer et de parler. Bah, la pratique, ouais, c'est le principal. Il faut Oui, pas perdre une occasion de pratiquer. oui, c'est ça. La motivation j'ai ici avec toi. D'écouter la termination musicale et écouter parler de métier, de musiciens. Ah bah écoute, il faut qu'on refasse quelque chose ensemble. Il faut que tu viennes chanter Ah un oui, show. oui, s'il vous plaît. Euh, la version que tu as fait de Chico César, Deus me j'aime, proteja. oui, j'aime.
Merci beaucoup. Eu pensei aujourd'hui vous chantez celle-là ou chanter Evidências ou Detalhes. Então, vous allez voter pour savoir quelle chanson je vais chanter. Ah, les trois. Les trois, allez hop, comme ça, pas de souci. Non, super, super, super. Génial. Donc, juste avant que tu nous fasses ton show musical, je pense qu'on on est tous impatients. J'ai juste une petite question qui est apparue sur le Dory. Comment ta famille a réagi à tout ça, en fait, à cette décision? Eh Comment, ben, comment ça s'est passé? au fait que je décide d'être musicien, pas très bien, Mhm, comme tu peux imaginer. mhm, Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui sont ravis que leurs enfants soient musiciens. Notamment, il y avait une blague comme ça que j'avais vue sur Instagram au Brésil. C'était Ah, você é músico, mas você trabalha de quê, né? É uma coisa que a gente escuta bastante. Et, et donc, bah, il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, mais mes enfants vont crever de faim, ça va être difficile et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas une vie facile. Mais ce que je réponds, c'est que être très bon dans n'importe quel domaine, c'est difficile, hein. Donc, il faut se donner du mal. Et si on sent qu'on a vraiment un talent, qu'on peut faire quelque chose, alors évidemment, si on est complètement nul, insister pendant la vie entière, c'est idiot. Au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. mhm, Mais si on est bon et qu'on arrive à, à gagner sa vie, après ça, c'est vrai qu'il y a énormément de très très bons musiciens qui gagnent leur vie étant musiciens. Et on se dit, mais pourquoi celui-là, il n'est pas à la radio? Pourquoi il n'est pas au festival de machin? Ça, c'est vrai qu'il y a une partie chance un peu, il y a une partie relationnelle qui va jouer. Mais si le but est de gagner sa vie convenablement, je pense que si on est bon dans la musique, en se donnant du mal, on y arrive. Voilà. bien. Et après, quand je suis parti au Brésil, ben, c'était un peu plus dur, je crois. Ma mère, comme je suis le fils aîné, elle était un petit peu triste de voir son grand-fils partir. Mais bon, je reviens tous les ans. Je reviens tous les ans. Et là, en plus, cette année, j'ai inventé de faire un voyage avec quelques fans d'Instagram. En fait, c'est Mhm, des fans des Seguidors qui m'ont donné l'idée de copier un peu Roberto Carlos, toute proportion gardée, bien sûr. Mais l'idée, c'était de faire un peu un voyage, le voyage d'Emeric avec ses amis d'Instagram, et où ils connaissent un peu la France d'Emeric. Alors, je les emmène dans des châteaux de vinicoles, de copains. Alors, c'est fermé au public, donc là, c'est ouvert juste pour eux. Dans une fabrique de parfums d'un copain, dans un restaurant d'un copain. Donc, c'est beaucoup plus. C'est un truc vraiment personnalisé. C'est pas du tout le voyage tour opérateur. C'est un truc super personnalisé. Et on va être entre 10 et 15. On va y aller en juin là, super. de 2022. Deux. Donc, et là, j'ai déjà une liste d'attente hallucinante. Donc après, on est en train de faire le programme. Mais c'est sympa de voir que il y a beaucoup d'amour des Brésiliens pour la France. Donc si cette édition marche bien, bah, chaque année, je ferai une région de France différente. Et à chaque fois, on terminera par Paris pour faire 2-3 jours de shopping. On a besoin minimum quand même à Paris de shopping, de théâtre, de musée, de tout ce qu'on veut, quoi. Super, super projet. Il y a Alexandre qui voudrait te poser une question. Alexandre, est-ce que tu es avec nous? Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, Comment, oui. parfaitement. Ok, je n'allume pas ma caméra parce que mon internet ici n'est pas très bonne. Mhm. Hmm. Donc, d'abord, avant de poser la question, américain, je suis sûr que ça ne te dérange pas si je te tutoie. Pas du tout, non. Merci, c'est Maintenant que gentil. je vis au Brésil, je tutoie tout le monde. J'arrive plus à vivre au Ah, Brésil. j'imaginais ça. Et ma question a une relation avec cette enfin. Ben, avant de te poser la question, je voulais te dire que je me suis beaucoup, beaucoup identifié en fait avec ton histoire. Parce que Mhm. quand j'étais adolescent, j'étais un musicien
amateur. Enfin, je n'avais pas d'envie véritablement de devenir professionnel. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais très médiocre. Donc, la musique ne serait pas enfin, mon boulot pour la vie. Même que Mhm. enfin, j'aimais énormément la musique, j'aime énormément la musique. Et j'ai suivi en fait mon cours de droit et aujourd'hui je travaille avec ça et j'aime beaucoup. Et je suis tout à Mhm. fait d'accord avec toi Mhm. quand tu dis qu'il faut faire ce qu'on aime. Ouais. Si on veut véritablement vivre une vie enfin heureuse, etc., il faut faire ce qu'on aime parce que sinon, vivre une vie médiocre, c'est pas. Mais ma question n'a pas véritablement lié à ça. Ma question, je suis très curieux en fait par rapport à ton expérience. Enfin, après, tu as déménagé ça ici au Brésil. J'ai lu sur ton profil que tu habites au Brésil depuis à peu près 10 ans, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Et en fait, j'ai lu quelque chose de très intéressant, que quelque part, tu te sens un peu étranger partout. Enfin, un Brésilien en France et un Français au Brésil. Et ça, je trouvais Exactement. génial. Oui, génial. Et je pense que peut-être je comprends ce que tu as voulu dire avec ça. Donc, ma question, est-ce que tu t'es déjà habitué en fait aux différences culturelles que nous avons entre nous? Parce que c'est intéressant, parce que nous sommes très proches au niveau culturel, parce que nous sommes tous des latins, Mhm. enfin, nous avons la même origine, mais en même temps, nous sommes super différents Mhm. au niveau des comportements. Enfin, nous avons des trucs, ça, ici au Brésil, enfin, qui choquent parfois, qui attirent l'attention plutôt des Mhm. étrangers, comme par exemple notre habitude de passer, entre guillemets, des invitations sans fond. Par exemple, vous avez Mhm. certainement déjà entendu parler de cette expression et peut-être même a été déjà victime de ce genre Passa lá d'aspect em casa, oui. culturel. Et voilà ma question. Est-ce que ça, pour toi, ça se passe déjà mieux, enfin, au niveau, est-ce que vous comprenez bien, est-ce que tu comprends bien, enfin, est-ce que tu déjà réagis bien, enfin, Mhm. et arrives à contourner, enfin, les éventuels problèmes qui Alors, viennent oui, exactement de oui, ces et alors, différences. exactement. Et en fait, je pense que ça passe par plusieurs stades, en fait. Quand tu arrives au début, j'en avais marre de Paris quand je suis arrivé ici. Je suis pas venu ici par hasard parce que Paris me fatiguait. J'adore le soleil, j'adore les choses nouvelles, les voyages, les autres cultures. Et Paris, j'avais fait vraiment le tour. Et donc, j'étais super enthousiaste à l'idée d'arriver au Brésil. Et quand je suis arrivé, j'ai eu une réaction un peu radicale. J'ai vu très très peu de Français. En plus, ma femme est brésilienne, donc j'avais déjà une immersion totale dans une famille brésilienne. Donc j'ai voulu devenir brésilien. Je me suis dit, ouais, je vais parler tellement bien que je vais devenir un Brésilien, etc. J'ai lu beaucoup de littérature brésilienne, Machado de Assis, Monteiro Lobato, euh, tout ça. Enfin, vraiment, je voulais vraiment devenir brésilien. Et puis, je chantais pas en français, je chantais plutôt en anglais ou en portugais, mais pas en français. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte, comme je l'ai expliqué plus tôt, que les gens m'ont dit non, non, mais ce qu'on aime, nous, c'est le côté français, quoi. Et en fait, c'est le brésilien qui m'a aidé à me réapproprier mon côté français, notamment dans la musique, et la musique française, la musique en français, et après l'idée de composer en français, parce qu'au début, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait beaucoup de chansons en français, et puis j'avais un peu, je sais pas, j'avais montré ça à des professionnels, ils n'avaient pas aimé, donc je m'étais refermé un peu comme une huître sur le français. J'avais inventé l'anglais un peu comme une deuxième, comme si c'était un peu un parcours parallèle. Et puis, vraiment, le brésilien m'a aidé à me réapproprier le français. Et maintenant, je me suis accepté comme gringo. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus heureux maintenant que j'ai parfaitement intégré le fait que je ne serai jamais brésilien, même si j'ai les papiers.
qu'au contraire, ce qui fait mon intérêt ici, une grande partie de ma différence et de l'intérêt, tout ça, c'est d'être français. Donc, j'essaye plus tellement de gommer ça. En même temps, c'est vrai que quand je vais en France, je suis plus un Français français. Je suis un Français, on m'appelle le Brésilien, le Carioca, alors que j'habite à São Paulo. Mais les Français savent même pas ce que c'est. Quelquefois qu'un Carioca, ils croient que c'est un Brésilien, c'est un Carioca. Euh, et, euh, et donc c'est marrant de voir que maintenant, bah, c'est vrai qu'il y a plein de choses. C'est l'inverse. Quand j'arrive en France, je me dis ah mais pourquoi ils font pas ça comme ça? Ici, c'est tellement pratique de faire ça comme ci ou comme ça. Par exemple, un truc que je trouve génial ici, c'est la commande. Et on n'a pas ça en France dans un café, dans une boulangerie. On est obligé de faire la queue pour payer et ça. Alors que ici, bah, ce système de code barre et tout, c'est génial, quoi. Ça me paraît super avancé, super moderne. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est marrant de voir que ça ne vient pas en France. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et, euh, et puis le jeitinho, moi j'ai toujours été un mec très communicatif. J'adore parler avec les gens. Donc je pense que j'ai pas tellement changé dans ce sens-là, mais ça s'est amplifié, quoi. J'ai toujours eu ce côté-là. Et au Brésil, bah, je suis heureux au Brésil parce que je suis comme ça. Alors qu'en France, quelquefois, je me sentais un petit peu le vilain petit canard. Le français, le parisien en particulier, il peut être assez froid, il peut être assez réservé. Et moi, j'aime bien parler avec les gens, enfin, lier amitié. Je parle avec le taxi, avec le manobriste en attendant ma voiture. Enfin, j'aime bien lier contact avec les gens. Super. Alexandre, est-ce que ça répond un peu à ta question? Bon, merci énormément, Émeric, de ta réponse. Et oui, je crois que je comprends bien ton sentiment envers nous, enfin les Brésiliens et le Brésil. Je suis d'accord, nous sommes très accueillants et les étrangers se sont, enfin, la plupart du temps, enfin, plutôt, La plupart, bien accueillis, bien reçus. quand ça prend Puisque je pas, compris, attends. pardon, allez. Non, je disais, la plupart des étrangers, quand ça marche pas, c'est assez rapide. Généralement, ils rentrent chez eux assez rapidement. Et quand ça marche, ils partent jamais. Euh, oui, oui, je comprends. Et pour ce que j'ai compris, je suis déjà brésilien, quoi. Donc, Je suis pas encore maintenant, je me brésilien sens même un sur le peu. papier, mais j'ai commencé à regarder et je crois que je vais prendre le passeport aussi parce que maintenant c'est assez facile maintenant depuis le temps que je suis là. Et c'est vrai que ce serait même plus facile pour certaines choses comme la loi Rouanet, tout ça, le Anciné. C'est mieux d'être brésilien. Donc, je crois que je vais devenir brésilien. Oui, 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 très bien, très bien. Bon, bienvenue Mhm. à Bah, notre merci beaucoup. nationalité. Merci Moi, Alexandre. particulièrement, je me sens honoré, quoi, de recevoir quelqu'un comme toi dans notre communauté Ah, bah, tu culturelle sais, brésilienne, c'est si je moi peux qui me dire sens ça. honoré par tes paroles et par celles de beaucoup de Brésiliens. C'est vraiment, je tiens à le dire, c'est une chose que tout le monde dit, mais le Brésilien est vraiment exceptionnel. Les Brésiliens Ah oui, je suis tout à fait d'accord. sont des gens hyper Oui, en fait. accueillants et tu es encore un autre exemple de cette gentillesse. Non, c'est vrai que c'est exceptionnellement agréable d'arriver dans ce pays. Alors c'est vrai qu'il y a aussi la douche froide de la bureaucratie, qui est un petit peu difficile. Même en venant de France, où on a pourtant une belle bureaucratie, je dois dire que quelquefois ici, remplir des cadastres interminables pour aller chez le médecin ou pour aller... quelquefois, on se dit, mais pourquoi? Mais, euh, mais voilà, ça fait partie du truc. Et à Rome, fait comme les Romains. Voilà. Très bien. Bon, je pense que si tout le monde est d'accord, on va pouvoir. Je pense que tout le monde l'attend, cette démonstration, cette prestation, en tout cas que Ah, tu vas bah pouvoir écoute, nous faire. avec grand plaisir. Donc, tu as la scène à toi. Voilà. La scène est à toi. Voilà, c'est fini. Voilà. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce que je vais vous jouer alors? J'avais pensé.
Alors, j'ai des tailles où je peux vous faire, comme disait Gianna, j'aurais pu faire Deus me protège. Je crois que je vais faire celle-là parce que c'est celle que je vais présenter au Festival de la chanson française de, de la lance française et qui va avoir lieu le 16, je crois, le 16 octobre. Très bien. Vous pouvez vous connecter d'ailleurs. Et donc, je vais chanter cette chanson que j'ai choisie parce que Chico César a été très sympa. Il a tellement aimé la version qu'il m'a donné les droits de versionniste ou d'adaptateur, comme on dit en français, sur la version française. Donc, maintenant, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir l'enregistrer avec lui. Il m'a dit qu'on allait le faire s'il avait déjà chanté avec Juliette, qui a été quand même sa grande bienfaitrice parce que je ne sais pas si vous avez suivi, c'est à cause d'elle que la chanson est revenue dans l'actualité à cause du BBB. Et donc, du coup, il est très reconnaissant. Il lui a dit merci. Il a enregistré avec elle. Il a fait Altazoras avec elle. Alors, j'espère que maintenant qu'il a rendu la politesse, on va pouvoir l'enregistrer ensemble. Donc, j'ai trouvé les paroles, on dirait une chanson de Brassens. Et même au début, d'ailleurs, là, je la joue à la brésilienne. Donc, je fais Mon Dieu, protège-moi de moi-même et de la méchanceté des gens bien, de la bonté de ceux qui ne valent rien. Dieu, toi qui me regardes, illumine mon chemin. Là, je la joue vraiment presque comme lui, mais en fait, au début, quand je la travaillais, on aurait dit une chanson de Brassens. Alors ça faisait Mon Dieu, protège-moi de moi-même et de la méchanceté des gens bien, de la bonté de ceux qui ne valent rien. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à une chanson de Brassens. Alors je vais vous la chanter en français et en portugais. Écoute, la scène est à toi. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, illumine zèle assim. Mon Dieu, protège-moi de moi-même et de la méchanceté des gens bien, de la bonté de ceux qui ne valent rien. Dieu, toi qui me regardes, illumine mon chemin. La route se découvre en marchant et de temps en temps, il faut qu'on s'égare. Perdu, on parle avec les gens, on chemine en cherchant, on trouve sans le vouloir. Le danger, c'est perdre son heure, n'être qu'un spectateur, voir sans regarder. La chance sourit au promeneur qui écoute son cœur et répand l'amitié. Mon Dieu, protège-moi de moi-même et de la méchanceté des gens bien, de la bonté de ceux qui ne valent rien. Dieu, toi qui me regardes, illumine mon chemin. Merci beaucoup. Non, ça, j'ai Amélie, bravo, vraiment bravo. Non, c'est Cette super. chanson est merveilleuse. Les paroles sont quand même assez géniales. Deus me proteja de mim, já ça commence bien. Mais après, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. C'est quand même super bien bolado pour parler en mistouré. C'est la langue que j'ai baptisée avec ma fille. On parle beaucoup le mistouré. On dit je me suis machouqué, je me suis estragué. Ah oui. Aymeric, Voilà. merci beaucoup vraiment pour aujourd'hui, pour le temps consacré à cet événement. C'était vraiment super. Et c'est super vraiment de Merci à toi, terminer, Yannick. terminer cet événement en note en musique. C'est super. Je te remercie. Au nom de Lingopa, je te remercie. C'était Et super, merci franchement. de m'avoir invité à participer. Alors, je regarde une discussion. J'ai même pas vu la discussion avant. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, c'est des petits liens. On entend bien le piano, mais pas la voix. Ah oui, ça c'était Alexandre. Ok, parfait. Si jamais dans le chat, tu peux mettre si tu es actif sur les réseaux Ah oui, sociaux, oui. tu peux mettre ton Instagram pour que les gens puissent te Bien suivre, sûr. peut-être. Je vais mettre mon Instagram, bien sûr. Alors, c'est facile. Aymeric Music, mais ici j'ai appris à dire Aymeric Music parce que sinon ça marche pas. Les gens m'appellent déjà Aymeric. Et alors, je vous aurais bien annoncé mon prochain show, mais il est déjà complètement complet.
Mais on ne sait jamais si peut-être on va créer d'autres places, mais c'est le 22 octobre au Cantaloupe, mais aujourd'hui, j'ai vendu les dernières places. D'accord. Donc voilà. À tous. Super, super. Merci à tous. Obrigado a todos pela participação. Merci à tous d'être venus. J'espère que vous avez apprécié cet événement musical. Voilà, c'était super. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à la prochaine pour un nouveau Lingo Talks. Voilà, voilà. C'est tout Merci pour beaucoup à moi. tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, gente.